je suis Rodrigue Leclèche, responsable du pôle construction et associé chez Pouget Consultant. Dans la RE 2020, les pouvoirs publics ont fait le choix de mettre l'accent sur la sobriété énergétique, levier principal, essentiel pour réduire de façon massive les besoins thermiques de nos bâtiments et qui garantira de façon certaine une diminution de nos émissions carbone. Cela va se traduire par une amélioration de 30% du coefficient B-Bio, ce fameux indicateur de la RT 2012 qui devait pousser à construire bioclimatique, c'est-à-dire adapter nos bâtiments aux contraintes climatiques des terrains. Force est de constater que la décennie RT 2012 n'a pas modifié les pratiques. Aucune attention n'est portée aux contraintes ni aux qualités d'un terrain. Et vous retrouverez les mêmes projets, les mêmes morphologies et les mêmes architectures à Lille, à Strasbourg ou à Montpellier. La conception bioclimatique devrait donc enfin devenir prioritaire avec la RE 2020, aussi bien pour limiter les besoins de chauffage en hiver que pour limiter le recours à la climatisation en été. Ça, c'est le discours officiel. Voyons maintenant plus en détail les impacts de ce B-Bio RE 2020. Pour rappel, le B-Bio signifie besoin bioclimatique. C'est vraiment l'indicateur qui avait été retenu en RT 2012 et prolongé dans la RE pour rendre compte de la qualité de la conception architecturale du point de vue énergétique et également de la qualité de l'enveloppe isolante. On parle de besoin, c'est-à-dire d'une quantité d'énergie nécessaire à répondre à une sollicitation, et c'est complètement indépendant de l'énergie utilisée et des systèmes mis en œuvre. C'est un critère essentiel qui qualifie vraiment la sobriété énergétique. Quand on fait un bilan énergétique d'un bâtiment, d'une maison ou d'un immeuble, nous calculons les déperditions. Les déperditions, c'est la quantité d'énergie qui sort du bâtiment. Cette quantité d'énergie va partir par les parois, par les ponts thermiques, également par l'air, que ce soit par la ventilation ou par les infiltrations d'air. On va aussi regarder les apports gratuits. Ces apports gratuits, ils sont de plusieurs types. Il y a bien sûr les apports solaires qui passent par les vitres, les apports internes liés à chaque occupant qui émet, qui dégage de la chaleur, et également les apports internes liés au système qui sont dans les logements. L'électroménager va dégager une certaine quantité de chaleur qui va être gratuite. Déperdition moins apport gratuit nous donne les besoins. C'est ça qu'il faut avoir en tête. Dans ce B-Bio, on calcule uniquement les besoins. On ne va pas regarder les consommations. On regarde les besoins de chauffage, d'éclairage et de rafraîchissement. Et on parle en point B-Bio avec la formule qui est indiquée. 2 fois les besoins de chauffage, plus 2 fois les besoins de rafraîchissement, plus 5 fois les besoins d'éclairage nous donne le B-Bio en point B-Bio. Par rapport à la RT 2012, le B-Bio de la RE 2020 intègre systématiquement les besoins de rafraîchissement et les besoins d'éclairage. Nous voyons donc que l'amélioration de ce B-Bio RE 2020 par rapport à la RT 2012 de 30% est tout à fait réelle par rapport au B-Bio max de la RT 2012. C'est sur le petit slide, petite présentation à gauche. Par contre, quand on regarde sur l'ensemble des bâtiments collectifs qui ont été construits pendant la RT 2012, on retrouve en moyenne une performance par rapport à ce B-Bio max de moins 23%. Donc, quand on parle de RE 2020 à moins 30%, au final, ce ne serait qu'un effort que de 10% par rapport à la moyenne. Ce qui fait que tous les systèmes constructifs sont accessibles en RE 2020, dont l'isolation par l'intérieur qui représente à peu près 90% des bâtiments collectifs. Pour nous, le B-Bio est un indicateur fondamental. Cette sobriété énergétique, c'est durable dans le temps. La qualité de l'architecture, de la conception, la qualité de l'enveloppe, c'est des choses qu'on ne pourra pas retoucher ou très difficilement retoucher pendant toute la durée de vie du bâtiment. C'est pourquoi c'est l'indicateur sur lequel nous pensons qu'il faut aller plus loin que la RE 2020 pour pouvoir apporter cette durabilité, cette performance durable pendant vraiment toute la durée de vie des bâtiments. Nos bâtiments sont censés durer très longtemps. En tout cas, c'est ce qu'on espère. On ne construit pas pour 50 ans, on construit pour des centaines d'années. On vous montre ici, c'est la plus vieille maison de France qui daterait du XIVe siècle. C'est pour vous montrer à quel point l'architecture qu'on dessine sur les plans en amont d'un projet, il va être durable et essentiel pour que le bâtiment, pendant une période très longue, soit performant. C'est la base, c'est ce B-Bio, c'est cette conception bioclimatique.
Bonjour et bienvenue dans cette troisième masterclass dont la thématique est l'enveloppe et le confort d'été. En effet, la RE 2020 a introduit un nouvel indicateur, le degré-heure. Alors, quelles sont ses conséquences sur l'enveloppe et sur les solutions constructives? Pour en parler sur ce plateau, nous avons Stéphane Lambert, président du Syndicat national du bardage et des vêtures isolées, le SNBVI. Bonjour. Bonjour. Rodrigue Leclerc, responsable construction et associé Pouget Consultant. Bonjour. Et Thierry Reiser, qui est en visio, qui est le gérant d'Enertech. Nous avons également le parrain de cette masterclass, Thomas Thierry, de l'entreprise Actis. Bonjour à tous. Bonjour. On commence directement dans le vif du sujet avec le confort d'été et ce nouvel indicateur. Qu'est-ce que c'est? Thierry Reiser, vous êtes en ligne. Pouvez-vous nous expliquer de quoi il s'agit? Oui, tout à fait. Alors, tout d'abord, la question du confort d'été, c'est pas quelque chose de nouveau. On avait déjà un indicateur dans la RT 2012, par exemple. Ce qui est nouveau, c'est la nature de l'indicateur. On a aujourd'hui, avant en RT 2012, on avait une température maximale atteinte pendant l'été, donc un indicateur plutôt pauvre. Ça ne nous renseignait pas vraiment sur le niveau de confort dans le bâtiment. Et là, on passe sur un indicateur en degrés-heure, c'est-à-dire qu'on va cumuler des heures d'inconfort multipliées par des degrés de déplacement d'un seuil de confort. Par exemple, si on se dit que le seuil de confort à un moment donné c'est 28 degrés, 1 heure à 32 degrés c'est 4 degrés heure. 2 heures à 32 degrés c'est 8 degrés heure d'inconfort cumulé. Donc on est sur un indicateur qui est beaucoup plus précis, beaucoup plus fin et qui qualifie mieux le confort d'été que la température maximale précédente. Rodrigue Leclerc, vous voulez compléter? Oui, bien sûr. Effectivement, il faut noter que la volonté des pouvoirs publics, c'est de revoir de façon beaucoup plus intéressante cet indicateur qui était la TIC avant, dans la RT 2012, et on passe avec 7 degrés heure. Il est beaucoup plus pertinent, comme Thierry l'a expliqué, de par cette prise en compte de l'inconfort avec un nombre d'heures supérieur à une température de confort. Mais il reste assez incertain parce qu'il est calculé, on va dire, par zone, ce qu'on appelle thermiquement homogène. Quand on fait un calcul réglementaire, on découpe le bâtiment en plusieurs zones qui sont caractérisées par l'inertie, par le critère traversant ou non traversant des logements. Principalement, c'est les deux critères principaux. Et on va avoir 1 degré-heure pour chaque zone. Donc on ne zoome pas à l'échelle du logement. Ce qui fait que dans une zone, on peut avoir des logements qui sont confortables et d'autres qui sont inconfortables parce qu'ils n'auront pas la même orientation, même s'ils ont les mêmes caractéristiques qui les caractérisent, inertie et zone traversante ou non. Donc on a un indicateur qui est effectivement très pertinent dans son implication, dans ce calcul de degré-heure, mais pas assez précis pour vraiment caractériser chaque logement. Donc ça, c'est, à mon sens, un petit défaut. On est là vraiment sur un indicateur réglementaire qui permet de différencier des bâtiments entre eux, mais pas forcément de juger vraiment si tous les logements sont confortables. Ça, il faut aller plus loin. Et à faire une simulation thermodynamique. Tout à fait. C'est ce qui peut être fait pour des maîtres d'ouvrage qui veulent aller plus loin. Effectivement, on peut après faire des simulations thermiques dynamiques et zoomer là, logement par logement, voire local par local, pour vraiment être sûr des choix qui sont faits et du confort des logements. Et là, je crois que dans le neuf, vous n'êtes pas tout à fait d'accord sur est-ce qu'il est STD ou pas. Est-ce qu'il faut faire une simulation thermodynamique? Ça va dépendre effectivement des contraintes un peu des projets. De toute façon, il y a des projets sur lesquels peut-être c'est pas forcément pertinent parce qu'on voit de base, on a des retours d'expérience quand même assez forts depuis pas mal d'années qu'on construit des logements pour juger un petit peu en fonction de l'urbanisme autour, de la forme architecturale, de la zone climatique, si c'est vraiment nécessaire, du mode constructif, enfin de l'ensemble un petit peu qui caractérise les logements, savoir si c'est nécessaire d'aller plus loin ou si le degré-heure peut suffire. Je pense que le degré-heure n'est pas forcément suffisant dans beaucoup de zones, on le reverra peut-être plus tard, ou comme on l'a montré déjà dans le tuto par exemple, il y a surtout la zone de l'arc méditerranéen qui est impactée par le degré-heure et sur lequel il va y avoir des problématiques pour le passer. Ailleurs, il ne devrait pas être contraignant, donc du coup, l'inconfort de la RE ne va pas bloquer les projets. Et du coup, il faudrait effectivement zoomer par des STD potentiellement. Thierry, vous voulez rebondir ? Oui, non, on est tout à fait d'accord avec Rodrigue, il n'y a pas de souci. Effectivement,
À force, on a des règles du pouce, on sait qu'une certaine maîtrise des surfaces vitrées, des occultations extérieures, une bonne inertie, l'accès à cette inertie, et puis une stratégie de décharge de la chaleur pendant la nuit, par exemple. Tout ça, c'est des solutions qui marchent. Et on a besoin de la STD, surtout quand on va explorer un peu plus loin. C'est-à-dire, on veut tenter un bâtiment un peu plus vite. On veut tenter un bâtiment peut-être sans chauffage, comme nos bureaux ici. On va vouloir vraiment optimiser très finement les surfaces vitrées pour à la fois avoir ce confort d'hiver et ce confort d'été. Donc là, on a besoin de la STD dans ces cas-là pour aller plus loin. Dans tous les cas, peut-être le message aussi à faire passer, c'est que de notre point de vue, l'ARE 2020 n'est pas un outil de conception, c'est un outil de vérification réglementaire. On va vérifier que les bâtiments sont conformes à la réglementation, mais la conception va se faire soit avec notre connaissance du bâtiment, des règles du pouce qu'on a acquises au fil du temps, soit avec de la STD pour avoir un vrai outil de conception physique qui garantit un certain confort dans la réalité. Rodrigue, je reviens juste avec vous sur un point. Vous connaissez ce moteur de calcul. Est-ce que vous pouvez nous en dire en 2 mots quels sont les grands critères? Donc vous avez dit par zone. Il y a aussi l'inertie qui est prise en compte. Alors, l'ensemble des caractéristiques du bâtiment sont bien pris en compte. Tout ce qui constitue le bâtiment, c'est effectivement l'inertie, donc qui va traduire le choix des matériaux plus ou moins qui ont été faits en termes de structure principalement. Et d'isolation et d'ameublement, puisqu'on prend un petit peu tout en compte. Il y a effectivement tout ce qui est apport solaire, donc son orientation, sa surface vitrée, la hauteur du bâtiment et sa ventilation, donc les flux d'air, la perméabilité à l'air de l'enveloppe du bâtiment qui va laisser plus ou moins d'air passer. On est sur un moteur de calcul maintenant qui qui évolue depuis, on va dire, 1974 quasiment, donc ça fait presque 50 ans qu'on fait et qu'on apprend à simuler les bâtiments. Donc on est sur quelque chose quand même d'assez robuste. Tout à fait, ouais. Et qui, comparativement à une STD, est relativement proche, puisque c'est un calcul vraiment dynamique. C'est heure par heure où on ressort l'ensemble de ces caractéristiques pour voir comment il se comporte. Très bien. La différence par rapport à une STD, c'est que l'utilisateur n'a pas la main sur les choix des scénarios ou sur beaucoup de choix. C'est, on va dire, le CSTB, en tout cas, le pouvoir public, qui est un retour d'expérience quand même assez important aussi, qui a fait ses choix. Et le but, c'est vraiment de comparer les bâtiments entre eux, donc de ne pas laisser la main au scénario à l'utilisateur. Bon, ça reste un outil réglementaire quand même. Tout à fait. Très bien. Selon vous, Thierry Reiser, le confort d'été et son traitement est avant tout une question de bon sens. Et je crois que vous avez des slides. Oui, effectivement. Bon, j'ai un petit slide que j'aime bien présenter qui résume un petit peu tout ça. Je l'ai dit 2 mots à l'instant. Effectivement, on sait que ce qui va poser problème dans les bâtiments, c'est trop de surface vitrée. C'est toujours problématique en confort d'été, surtout si on n'a pas d'occultation extérieure pour se protéger du rayonnement direct. Et puis, le manque d'accès à l'inertie, c'est-à-dire avoir une dalle, certes, mais un faux plafond complètement fermé qui nous empêche d'accéder à l'inertie de la dalle, ça va aussi contribuer à dégrader le confort d'été. Donc ça, c'est plutôt le schéma au-dessus. On note aussi tous les apports de chaleur dus à, je sais pas, une informatique peu performante, de l'éclairage peu performant. Tout ça, ça va contribuer au confort d'été, à l'inconfort d'été, pardon. Et donc, les bonnes règles de conception, les règles du pouce, celles qui nous permettent quelque part de s'affranchir d'une STD, de refaire à chaque fois un petit peu ces calculs. On sait que voilà, des occultations extérieures mobiles qui nous permettent également d'aérer la nuit. Si on est notamment en zone périurbaine, rurale, on va pouvoir aérer assez facilement, prévoir simplement de se protéger contre l'intrusion, ou alors en zone urbaine, soit des ouvrants dédiés protégés par des brise-soleil fixes, ou encore des systèmes mécaniques bien dimensionnés. Donc voilà, on va avoir besoin d'apporter cette fraîcheur pendant la nuit pour améliorer le confort, donc décharger l'inertie, décharger les dalles. Et donc et le point suivant, c'est donc la maîtrise des surfaces vitrées. Et ça, c'est une vraie question de co-conception. Et là, vraiment, on a besoin de travailler en équipe. C'est pas que le bureau d'études qui dessine le bâtiment, évidemment. On va le faire avec nos confrères architectes. On va le faire avec l'économiste, avec l'ensemble de l'équipe de maîtrise d'œuvre. Et on va chercher à optimiser la surface vitrée pour avoir à la fois le confort visuel, un éclairage naturel suffisant, et en même temps ne pas s'exposer à l'inconfort d'été, donc ne pas avoir trop de surface vitrée. Voilà. Et le dernier point, donc les maîtrises de consommation électrique, de la bureautique performante, si on parle de bureau, de l'éclairage performant dans tous les cas. Voilà, tout ça, c'est des solutions qui vont nous permettre d'aller vers le confort passif
des bâtiments et donc se passer de climatisation active pour assurer le confort d'été. En complément à ce qui a été dit, ce que je trouve très intéressant déjà par rapport à la RE 2020, c'est vrai que c'est l'intégration plus forte de cette notion de confort d'été. Effectivement, je pense que peu de personnes le savaient que ça existait plus ou moins déjà, cette notion dans la RT 2012. Et effectivement, focaliser sur cette partie-là, même si, comme l'a dit Rodrigue, il y a des imperfections, tout ne sera pas si bien dimensionné. Enfin, voilà, on n'a pas forcément projet par projet, on est sur une globalité. C'est déjà très important qu'on ait pu mettre le focus là-dessus. Et pour compléter, effectivement, alors moi je suis plutôt au niveau de la façade et donc du bâtiment et de l'ITE. Effectivement, l'objectif c'est quand même avec la façade, par le biais d'une isolation par l'extérieur, de réduire l'apport solaire et de jouer également sur le facteur d'absorption des éléments qui sont mis en façade. Et donc pour compléter, effectivement, tout ce qui était un peu dit, l'ITE a ce gros phénomène d'inertie par rapport à d'autres solutions. Ouais, pour compléter, effectivement, autour de l'ARE, je trouve qu'il y a une vraie prise de conscience, une vraie volonté autour du confort d'été. C'est à la fois dans le degré heure, mais aussi dans le BBio, qui est évoqué dans une autre table ronde, où on intègre systématiquement les besoins de froid. Et il y a également dans les consommations, on intègre une pénalité si on n'est pas bon en confort d'été. Donc il y a quand même un regard spécifique qui est fait sur le confort d'été, parce qu'on se rend compte que nos bâtiments qu'on construit aujourd'hui ne sont pas forcément assez confortables. On va plutôt parler d'inconfort d'été d'ailleurs. Donc il y a une vraie prise en compte un petit peu dans l'ARE pour pousser les concepteurs à faire vraiment du confort 4 saisons, de ne plus faire juste un focus hiver, mais aussi prendre vraiment également en compte la partie été. Et si on revient sur le bon sens, nous, effectivement, c'est ce que Thierry a présenté et ce que vous avez dit également. Mais au-delà, c'est vraiment un travail pour nous très, très en amont des premiers traits de l'architecte, où on doit l'accompagner aujourd'hui, justement parce que c'est aussi pris dans le BBio, dans les CEP, dans le degré R. Si aujourd'hui, avec l'ARE, l'architecte fait son esquisse dans son coin sans travailler avec une équipe de maîtrise d'œuvre, que ce soit thermicien et ACViste aussi, d'ailleurs, ça ne va pas marcher, ça va être très compliqué, il faut avoir une approche globale. Et cette approche, pour moi, autour du confort d'été, il faut qu'elle soit locale. Aujourd'hui, l'architecture entre Marseille et Lille, on ne voit quasiment pas de différence. J'exagère un petit peu, certes, mais c'est pas loin d'être ça. Le but, c'est de remplir la parcelle avec le plus de mètres carrés de SDP possible, parce qu'on l'achète cher, la parcelle, et qu'on ne peut pas se permettre de faire de la conception vraiment sur le terrain. C'est un peu le problème aujourd'hui, et c'est ça qu'on aimerait bien voir changer, et peut-être que l'ARE peut pousser à ça, quoi. Le message est passé. Voilà. Il est aussi question de frugalité et de résilience, donc de bon sens, mais aussi de question de frugalité et de résilience. Rodrigue, je vous laisse continuer là-dessus. La frugalité, pour nous, c'est effectivement cette conception bioclimatique avec l'architecte, c'est de mettre le plus de moyens possible au moment de la conception, dans la forme, dans l'architecture, dans les choses qui sont simples, pour éviter la surenchère technique ensuite. Surenchère technique, pour le confort d'été, ça va être des systèmes de climatisation ou des systèmes qui vont gérer un petit peu tout le bâtiment sans que l'occupant soit à l'intérieur. Soit maître de son confort. Et ça, je pense que la frugalité, c'est l'inverse. C'est justement déjà faire un bâtiment qui est bien conçu, localement, comme on l'a dit, mais également de faire confiance un peu plus à l'occupant pour qu'il soit acteur de son confort et éviter des suréquipements qui vont marcher peut-être pendant 20 ans, mais peut-être aussi vont tomber en panne au bout d'un an, et du coup le confort sera plus au résultat. Pour parler un petit peu de résilience, pour moi c'est un peu différent, effectivement. Le but là, c'est plus de préparer les bâtiments au futur, aux problématiques futures, aux contraintes futures. Donc c'est de faire en sorte qu'ils soient évolutifs dans leur performance pour être adaptés, là si on parle de confort d'été, au climat futur.
Donc nous, on pense beaucoup, par exemple, à des solutions, on va dire, le plus simple possible, d'où la frugalité, on reste sur la simplicité, comme du géocooling. L'idée, c'est d'utiliser les fondations des bâtiments. On construit beaucoup d'ouvrages en sous-œuvre qui sont en contact avec le sol, qui est une source de fraîcheur au final. Et l'idée, là, c'est potentiellement de récupérer un peu cette fraîcheur dans le sol. Comme Thierry l'a dit, c'est des occultations, tout simplement, qui sont simples, efficaces pour à la fois bien bloquer le rayonnement solaire, les apports solaires en journée, et pouvoir aérer quand même, et que les gens aient envie de les utiliser, en fait, parce qu'aujourd'hui, quand on met un volet roulant et qu'on le ferme, ça bloque très bien les apports solaires. Par contre, on n'a pas envie de le fermer quand on est chez soi. Donc ça, c'est aussi une autre peut-être façon de voir les choses, et c'est tous ces éléments-là qui nous permettent d'avoir des bâtiments à la fois frugaux et résilients dans le temps. Et dernier point. Ouais, excusez-moi, un peu long peut-être. Faut savoir que le degré R, c'est vraiment un peu un stress test quand même pour le bâtiment, parce qu'on est sur un scénario caniculaire de 2003. Donc qui est quand même aujourd'hui la canicule qui a été la plus intense, on va dire, avec, je crois, c'est autour de 20 jours de canicule au mois d'août, et ce qui fait quand même qu'on teste vraiment le bâtiment sur un climat de demain et pas un climat actuel. Donc c'est ça aussi qui est intéressant aujourd'hui dans le degré R. Thierry Reiser, je vous vois acquiescer depuis tout à l'heure. Vous voulez rebondir sur la... Oui, tout à fait. Je veux bien ajouter juste 2 petits mots sur la frugalité et sur la résilience. Effectivement, c'est 2 notions assez différentes. Pour moi, la frugalité, ça va jusqu'à la question de la sobriété, questionner le besoin. Est-ce que j'ai besoin d'autant de surface? Est-ce que je peux mutualiser? Est-ce que la surface que je construis, je suis obligé de tout chauffer, etc. Mais aussi ancrer le projet localement, les matériaux locaux, les biosourcés, les géosourcés, la réutilisation. Et puis, effectivement, une démarche généralement low-tech, comme l'a souligné Rodrigue. Donc tout à fait, enfin, on est assez d'accord. Et sur la résilience, je voudrais aller un tout petit peu plus loin. Pour moi, la résilience, c'est la capacité des bâtiments, des projets en général. C'est une démarche en fait assez générale, globale, de s'adapter aux aléas futurs. Et on pense aux canicules évidemment, et la RE 2020 en parle un petit peu, mais il y a plein d'autres risques systémiques futurs. Ça va de la crise économique majeure, la déplétion de ressources minières, et c'est aussi des risques qui sont cumulatifs. J'entends par là qu'un risque caniculaire peut être doublé d'un risque de sécheresse, et s'il n'y a plus d'eau dans les rivières, dans les fleuves, on sera capable encore de refroidir les centrales électriques qui ont un gros besoin d'eau de surface pour être refroidies. Donc si on a à la fois un blackout électrique et une canicule, et ben on ne peut plus compter sur la clim pour refroidir les bâtiments. Donc voilà, c'est le type de futur. C'est un peu un scénario catastrophe, mais on voit bien qu'on se pose jamais assez ces questions-là. La crise du Covid nous a tous surpris, alors que finalement, en termes de prévision, de scénario futuriste, c'est quelque chose qui était déjà connu comme aléa possible, et on n'a juste pas préparé, on n'était pas assez résilient, on n'avait pas de fabrication de masques en France, des choses comme ça. Finalement, la société n'était pas assez résiliente face à ce risque. Donc là, il s'agit de repenser ces éléments-là dans le secteur du bâtiment, mais aussi de façon plus globale. Stéphane Lambert, au niveau de la façade et du bardage, il est aussi question de frugalité et de résilience ? Oui, indirectement, c'est l'objectif, puisque, comme ça a été évoqué, l'objectif, c'est de consommer plus juste, plus propre, et au final, plus proche de nous. Donc, effectivement, la conception des solutions doivent être le plus simple possible, avec le moins de produits mis en œuvre, et d'une manière générale, avec une conception et une mise en œuvre dans l'ensemble de la durée de vie du bâtiment la plus longue possible. Mais j'aimerais rebondir un petit peu sur ce qu'a dit Rodrigue. Il a parlé de l'occupant. Et je pense qu'il y a aussi un point qui est important dans cette philosophie, c'est qu'à un moment, il faut aussi penser à la personne qui va vivre dans le bâtiment. Et donc le concerner, lui faire comprendre en fait les démarches. Parce qu'on a parlé de beaucoup de choses, de systèmes mis en œuvre. Donc là, on a parlé plutôt, je dirais, entre guillemets, industriel, mise en œuvre, calcul, bureau d'études. Mais effectivement, il y a aussi des bonnes pratiques et une bonne compréhension de ce qui est fait. C'est-à-dire qu'on met une ITE en façade, donc il y a une raison, c'est pas pour consommer plus éventuellement à l'intérieur. L'objectif, c'est de ne pas mettre, ou du moins d'éviter au plus possible, une climatisation qui aura...
Donc, je pense il faut essayer de faire comprendre le principe de ce que l'on fait. Et je prends cet exemple souvent, on a par rapport à l'inconfort d'hiver, du coup, pour compléter un petit peu, on a souvent cette sensation d'avoir froid et on monte de 1 ou 2 degrés notre chauffage pour se sentir mieux. Alors qu'au final, les consignes sont plutôt proches des 20 degrés. Alors là, je m'éloigne peut-être un petit peu de... Plutôt mettez une veste. Ouais, non, pas forcément, mais on va dire qu'on va plutôt chauffer à 22, on va surchauffer par exemple, ou des choses comme ça. Donc je pense qu'il y a aussi remettre peut-être un petit peu le concepteur, mais aussi l'occupant au centre des projets et de l'idée, quoi. Très bien. On a évoqué tout à l'heure l'importance de l'approche globale. Or, dans la RE 2020, on sépare un peu lycée composant et lycée énergie dans les bilans carbone. Thierry Reiser, est-ce que vous pensez que ça peut biaiser le résultat ? Oui, et cette séparation est pas du tout naturelle quand on fait de l'analyse de cycle de vie classique, normalisée. C'est un peu une petite déformation qui a été prise c'est un choix qui a été fait dans la RE 2020. Et effectivement, moi, ça me pose question parce que, chez Enertech, on est habitué à concevoir des bâtiments qui vont au-delà de la réglementation. Et donc, typiquement, si je fais un bâtiment plus isolé que ce que demande strictement la RE 2020, dans mon IC composant, dans mon bilan carbone des matériaux utilisés, eh bien, je vais être pénalisé puisque je vais payer pour plus d'isolants. Et donc, ça va avoir un bilan carbone plus élevé. Alors que, évidemment, isoler plus, ça permet de faire des économies d'énergie. Mais comme on ne raisonne pas sur la somme IC composant et IC énergie, mais sur les indicateurs séparés, eh bien, ce que je gagne sur les IC énergie ne vient pas en bénéfice sur mes IC composants. Donc ça, c'est tout à fait dommage et c'est un peu contraire à la logique de l'analyse de cycle de vie classique. Et donc, effectivement, ça peut inciter à faire des bâtiments un peu ras des pâquerettes, c'est-à-dire RE 2020 sans plus. Donc, moins alors qu'évidemment, nous, on pense... Donc, moins performant, c'est-à-dire juste respectant les préconisations de la RE 2020 en termes de consommation d'énergie, d'une part, de confort d'été, d'autre part, etc., etc. Donc, d'où toujours le message que je répète, la RE 2020 n'est pas un outil de conception, on n'est pas censé optimiser les bâtiments sur la RE 2020, mais sur un objectif de confort, de performance énergétique, effectivement un lien aux usagers évidemment. Et donc, là aussi, le scénario conventionnel de la RE 2020 nous gêne pour s'adapter réellement à ce que veulent les usagers. Donc, nous, on continue de concevoir avec des outils comme la simulation thermique dynamique et la RE 2020 et de la CV physique pour aussi concevoir la performance environnementale au sens large sur non pas le seul indicateur carbone, mais un ensemble d'indicateurs environnementaux. Donc, voilà, STD, la CV et puis 2020, ça vient juste pour vérifier la conformité réglementaire de ce qu'on est en train de faire. Merci. Rodrigue Leclerc et Stéphane Lambert, vous partagez ? Je partage effectivement l'avis sur le fait qu'on a envie d'avoir notamment aussi un bilan, enfin quand on fait une ACV, le but c'est effectivement de voir sur 50 ans les émissions, que ce soit matériaux, énergie et de les cumuler. Là on était sur une approche, enfin la RE met une approche qui est différente. Il faut comprendre effectivement pourquoi. La partie thermique, comme je le disais, on la maîtrise à peu près depuis 50 ans, même si le calcul ne rend pas tout à fait compte de la réalité, parce que c'est un calcul réglementaire. Mais sur le carbone, par contre, c'est depuis 2016 qu'on commence un peu à faire du carbone. On pouvait en faire avant, mais la CV carbone, on va dire, c'est généralisé et devient réglementaire avec le E+C-, donc, qui a été lancé en novembre 2016. Donc en fait, on a beaucoup plus d'incertitudes sur les émissions carbone. Aujourd'hui, on part avec un poids carbone, un seuil carbone qui est donné par les pouvoirs publics, sur lequel on a une grosse incertitude avec beaucoup de valeurs par défaut et des valeurs forfaitaires. Si on avait cumulé les deux, très vite, en retirant les valeurs forfaitaires, au final, on aurait pu compenser une performance un peu fictif de par la disparition, on va dire, des valeurs par défaut sur l'ensemble des émissions. Donc là, c'était nécessaire pour l'instant, tant qu'on n'a pas une vraie valeur, une valeur un peu plus consolidée, je pense, effectivement de séparer les deux, parce que sur la partie énergie, on sait où on peut aller, on sait comment on peut baisser, et sur la partie, on va dire, matériaux, il faut peut-être encore un petit peu attendre, et c'est un peu tout l'objet de la RE avec cette trajectoire sur 10 ans qui est donnée un petit peu pour faire évoluer ces émissions. Stéphane Lambert.
Alors, est-ce que le fait d'avoir dissocié ces deux indices ont biaise de résultat? Je ne sais pas. Je rejoins un petit peu ce que dit Rodrigue, c'est que l'avantage d'avoir séparé un peu les deux, et plutôt que de faire un calcul, alors je ne suis pas aussi pointu qu'au niveau calcul, mais d'avoir fait un calcul où on va dire on mixe un peu les deux, on obtient un résultat qui est conforme à une certaine valeur, effectivement, ça se serait à un moment ou à un autre fait au détriment d'une partie, puisqu'on aurait pu compenser par l'adjonction de matériel, souvent, avec production d'énergie ou des choses comme ça. Et donc, le focus, peut-être, n'aurait pas été mis sur la partie un peu composant, matériaux mis en œuvre dans la construction. Et alors, est-ce que j'aurais... Bon, le problème, ça aurait été peut-être que ça aurait un petit peu gêné ce développement. Que là, effectivement, pour lycée composant, il y a aussi une manière d'un point de vue, alors par rapport aux industriels que je représente, effectivement, là, il y a la volonté de travailler par le biais des FDES, de développer un petit peu le contenu, d'aller plus loin, mais dans l'ensemble de la conception à la fin du produit, de son cycle de vie, d'optimiser tout ça. Donc, je pense quand même que ça a un intérêt à l'heure actuelle d'avoir un peu cette séparation, quoi. Justement, on enchaîne direct sur quelles sont les conséquences de ce nouvel indicateur sur la notion de confort et quels changements en termes de produits et de conception. Rodrigue, longue question. Alors, normalement, pour ceux qui ont suivi le tuto, on vous a expliqué un petit peu le fonctionnement des degrés heures. Je vais le reprendre ici. Vite fait. Rapidement, effectivement. En fait, il y a deux seuils. Un seuil haut qui va être qui est en valeur moyenne à 1250 degrés heure, au-dessus duquel, quand un projet présente plus de 1250 degrés heure, il n'est pas du tout réglementaire. Dans ce cas, il faut revoir absolument toute la copie avec l'architecte. C'est là où le travail de maîtrise d'œuvre global est nécessaire. Et il y a un seuil bas en dessous de 350 degrés heure, en dessous duquel on considère que le bâtiment ne présente que très peu d'inconfort. Entre 350 et 1250, on considère que le bâtiment a de l'inconfort, va présenter plus ou moins d'inconfort s'il est proche de 350 et plus s'il est autour de 1250. C'est un inconfort que l'administration juge acceptable, et du coup le bâtiment est réglementaire. Par contre, ça va avoir un effet parce qu'on va considérer que les occupants, après la livraison, vont peut-être s'équiper de climatiseurs personnels. Alors peut-être pas tous dans le bâtiment, mais certains vont en mettre. Et le bâtiment va surconsommer par rapport, on va dire, à ce que l'ARE voulait fixer comme limite. Du coup, on va mettre un forfait de climatisation qui va pénaliser cet inconfort dans le CEP, donc l'indicateur de consommation d'énergie primaire de l'ARE. Donc c'est une façon de faire en sorte qu'on va pousser la conception quand même aussi du confort d'été, enfin essayer de limiter l'inconfort d'été pour éviter d'avoir un impact trop important dans les consommations. Et je tiens à préciser que ce seuil, il n'est pas variable en fonction des régions géographiques. Et ça, c'est un petit bémol. Alors aujourd'hui, ces deux seuils, haut et bas, sont fixes, quelle que soit la zone géographique. Dans tous les autres indicateurs de l'ARE, BBio, CEP, sont variables en fonction de la zone géographique, parce qu'on a quand même un grand pays qui n'a pas du tout le même climat entre la zone Méditerranée, principalement, qui est la plus marquée. Justement difficile à atteindre en Méditerranée. Et qu'est-ce qu'on peut faire alors? Du coup, effectivement, ce seuil de 1250, on comprend vite qu'il est difficile à atteindre à quelque part et facile ailleurs. Donc sur les 3/4, enfin même les 80% ou 90% de la France, il n'y aura aucun problème pour respecter ce 1250 degrés heure, ce seuil haut. Et il y aura la bande méditerranéenne et un peu l'arrière-pays sur lesquels ça va être difficile. Et là, il va falloir avoir un grand travail de conception, maîtrise d'œuvre, maîtrise d'ouvrage, architecte, pour trouver les solutions. Donc les solutions, il y en a certaines qui ont été citées ici déjà. C'est vraiment le trait de l'architecte, la forme du bâtiment, le critère traversant, non traversant des logements, l'inertie des logements, les surfaces vitrées, le type d'occultation qu'on va mettre.
Et après, potentiellement, il va falloir aller plus loin encore en zone H3 pour respecter ce degré heure. Et on va peut-être commencer à voir arriver des solutions comme des brasseurs d'air, donc des ventilateurs de plafond, ou de la gestion d'occultation un peu en fonction du soleil, des éléments comme ça, encore un petit peu passifs sans devenir vraiment sur la climatisation. L'aéro ne pousse pas à la climatisation en tout cas. Tout à fait. Thierry Reiser, quels sont les grands changements justement et les conséquences de ce degré heure? Alors, moi, j'ai pas beaucoup de retours, pas autant que Rodrigue en tout cas, sur vraiment l'application du moteur de calcul. Hein. C'est un moteur qu'on découvre progressivement, qu'on connaît encore assez mal finalement. Voilà. Après, effectivement, je rejoins ce qui a été dit. Je voulais juste insister peut-être sur le côté occultation. Nous, on parle d'occultation extérieure mobile. Donc, les deux mots sont importants. Extérieur, une occultation intérieure, c'est trop tard pour arrêter la chaleur. Une fois qu'elle a passé le vitrage performant, la chaleur est à l'intérieur du bâtiment, c'est trop tard. Donc, occultation extérieure. Et puis mobile, parce que les brise-soleil fixes, c'est rigolo, c'est intéressant sur le plan architectural, mais ça nous prive aussi d'une partie des apports solaires en hiver. Donc, c'est dommage pour faire un bâtiment performant à la fois en été et en hiver. Donc, nous, on a tendance à préférer les occultations solaires, donc extérieures et mobiles. Et si possible, des occultations qui permettent de facilement avoir une aération nocturne et de bien gérer la lumière naturelle. Donc typiquement, les brise-soleil orientables sont des très bons outils pour remplir toutes ces conditions-là à la fois. On va pouvoir abaisser les protections et les faire tourner sur elles-mêmes pour avoir de la lumière naturelle, mais pas du soleil direct qui apporte la chaleur. Stéphane Lambert, est-ce que ça a déjà des incidences au niveau de la conception des façades ? Alors, comme ça a déjà été dit, c'est quelque chose qui est quand même connu, qui existait déjà. Et en fait, les systèmes d'ITE répondent plus ou moins déjà à la conception globale, quelle que soit la région. L'intérêt, par contre, ce qui, nous, on sent un peu notable, c'est que par rapport au neuf, c'est-à-dire que l'ITE est plutôt réservé rénovation, et que la part dans le neuf est encore un peu plus réduite. Mais par contre, effectivement, le système d'ITE, donc isolation thermique par extérieur, s'applique vraiment bien, répond bien à la problématique dans le neuf. Et je pense que la part des conceptions neuves avec une ITE aura tendance à prendre une part plus importante, effectivement. Un mix ITE-ITI ou... Non, je pense qu'on... Pourquoi ? Parce que la solution en fait d'ITE par l'extérieur, ça a été un peu évoqué, cette notion d'inertie, c'est-à-dire qu'effectivement, vous avez un apport en termes de degré H, de degré heure, qui est de 150 à 200 environ. Enfin bon, on a discuté un petit peu avec vos collaborateurs, donc c'est des informations qu'on a. Mais donc effectivement, le fait de coupler les deux systèmes ferait perdre cette très forte inertie en fait. Donc ça n'est pas forcément la meilleure conception à envisager. Et vous avez réalisé des bilans carbone des différentes façades et des différents... Alors à l'heure actuelle, matériaux. justement, on est en discussion donc avec Pouget pour réaliser justement une étude complète syndicale qui mettrait l'ensemble des conceptions des matériaux, différents types de structures, ossature, alu, acier, bois, etc., différents types de panneaux et matériaux, afin de voir la réponse que l'on apporte et les résultats plus précis, en utilisant donc les FDES des différents parements qui sont en œuvre au niveau du syndicat, et avoir une étude, avoir quelque chose à quantifier de manière plus précise. Mais dès à présent, c'est un petit peu ce qu'on se dit, on y répond déjà plus ou moins à cette RE 2020. Et donc ça voudrait dire aussi qu'il y a de nouveaux matériaux ou des matériaux plus biosourcés qui viennent en façade ? Il va y avoir en fait indirectement un besoin d'évaluer et d'ajuster ce bilan. Donc effectivement, par l'apport de différents produits ou matériaux, on voit notamment une émergence un petit peu de la mise en œuvre sur support en bois. Ça se fait de plus en plus au niveau des... On le voit, les différents fabricants de parements intègrent dans leurs avis techniques ce type de pose qui était, il y a encore quelques années, je dirais, marginaux.
Donc il y a ça, et il y a aussi L'isolation. voilà, l'isolation. C'est un phénomène qui commence à pousser, qui va prendre, à mon sens, son temps, parce qu'il y a tout un aspect réglementaire, mise en œuvre, technique, qui n'est encore pas suffisamment évalué. Mais alors, pour donner une valeur, et donc ça sera l'occasion plus tard de faire un retour, on est sur environ 7% d'isolants biosourcés. Donc encore un marché tout petit. Ouais. Alors ça, c'était des chiffres 2020 d'une étude TBC qu'on a fait pour le compte du SNBVI. Donc on voit que ça, mais on pense que ça va grossir effectivement par le biais de ces besoins-là. Maintenant, voilà, il y a tout, ça va se faire, à mon avis, doucement par rapport à cet aspect réglementaire et intégration dans les systèmes. Vous voulez rebondir, Thierry Reiser, Rodrigue, à tous ces nouveaux matériaux? Thierry? Oui, éventuellement. Effectivement, moi, j'attends pas une révolution de la RE 2020. On est quand même sur une réglementation qui est relativement dans la continuité de la RT 2012. On a un petit peu poussé certains indicateurs. Le B-Bio est plus performant qu'avant. Sur les ponts thermiques, il n'y a pas eu de révolution non plus en termes d'obligations. On a déjà préservé une forme de garde-fou sur les ponts thermiques, qui était plutôt une bonne nouvelle. À un moment, on a eu peur de la perdre. Cela dit, je voulais juste deux petits points. Relativiser ce qui a été dit sur l'importance de l'inertie des murs. Quand même, ce qui apporte un maximum d'inertie au bâtiment, c'est avant tout les dalles. C'est là où il y a le plus de surface et le plus de surface d'échange avec l'ambiance. Juste pour un exemple, dans nos bureaux, il y a 70 tonnes de terre crue dans les planchers bois et 30 tonnes dans les refends, comme celui qui est derrière moi. Donc, on voit tout de suite qu'on a un accès à l'inertie qui est beaucoup plus important dans les dalles que dans les murs ou dans les refends. Donc, voilà. Cela dit, on adore ITE aussi pour la gestion des ponts thermiques. Merci. Voilà, c'est pas la question. Merci pour vos éclairages. Je me tourne maintenant vers Thomas Thierry. Vous êtes donc directeur du service prescription d'Actis et partenaire de cette masterclass. Alors, comment se positionnent les isolants que vous produisez face aux contraintes environnementales et carbone? Alors, il ne faut pas que je dise de bêtises. En fait, tout ça, là. Nous, on est positionné aujourd'hui sur un axe très clair. C'est la performance thermique et la performance environnementale. Donc, on le traduit par deux solutions. La première, c'est d'avoir des produits qui sont certifiés avec des ACERMI et des avis techniques, des DTA. Et la performance environnementale, on la traduit avec les FDES classiques dont vous parliez tout à l'heure pour illustrer finalement la composition carbone du matériau. Alors, pour beaucoup, je sais que cette question va peut-être fâcher, mais les produits issus du pétrole et des dérivés font presque non grata, alors que les biosourcés ont plutôt le vent en poupe. Comment vous vous positionnez? Nous, on a pris très clairement le choix de l'économie circulaire, c'est-à-dire des matériaux qui soient recyclés, recyclables, upcyclables. On a une certification Cradle to Cradle, donc c'est une certification environnementale poussée. Pas uniquement produit, mais presque entreprise, qui montre derrière finalement l'engagement de l'entreprise à réutiliser des matériaux, à réemployer des matériaux, à en refaire autre chose. Derrière, effectivement, les matériaux, vous disiez pétrole, c'est peut-être une ineptie de faire un matériau jetable à usage unique avec un matériau qui peut durer 200 ans. Nous, on le reprend, on le recycle, on en fait un isolant qui va durer 50 ans dans un mur ou dans une toiture, et après, on pourra le réutiliser après derrière pour faire une chaise de bureau, par exemple. Donc là, ça devient vertueux, ça crée de l'emploi chez nous, en plus dans nos régions défavorisées, désertées. Du coup, il y a toute une économie qui se met en place par rapport à ça, qui est très intéressante. Très bien. Vous avez des FDES pour tous vos produits? Oui, et quelles sont les valeurs? Les valeurs, elles sont intéressantes. Les bureaux d'études, d'ailleurs, y ont accès. Elles sont visibles sur la base INES. Donc, comme on est un produit qui utilise très peu de matière, puisqu'il y a beaucoup d'air qui est emprisonné, c'est un produit technologique. On a un bilan environnemental qui est très performant et qui rentre et qui s'inscrit tout à fait dans les projets RE 2020. On a des produits qui sont aussi, en plus, qui intègrent des pare-vapeurs. Donc, vous parliez tout à l'heure d'ITE. C'est des pare-vapeurs et des pare-pluie. Donc, ça peut faire 2 en 1 ou 3 en 1 pour de l'extérieur. Donc, ça s'intègre parfaitement, que ce soit en ITE ou en ITI. Le confort d'été, on en a parlé, le degré heure est un nouvel indicateur, on vient d'en parler, qui est pris en compte dans la RE 2020. Comment se positionne tout a été dit. Je crois que c'est de la base, c'est effectivement de bon sens, la conception du bâtiment en premier. Après, nous, modestement avec l'isolant, on va contribuer à retenir la chaleur à l'extérieur, ou en tout cas à garder le frais à l'intérieur. L'avantage que l'on a avec nos isolants, c'est qu'ils sont réflecteurs, donc ils peuvent renvoyer le rayonnement infrarouge quand ils sont posés en extérieur. On a une étanchéité à l'air aussi qui est garantie, donc on peut éviter les phénomènes de parois froides, parfois contribuer à éviter ces phénomènes de parois froides. Voilà. On travaille pas mal sur le facteur solaire aujourd'hui, voir comment on pourrait l'illustrer, le matérialiser concrètement sur le B-Bio.
c'est des sujets de réflexion que l'on a actuellement avec les pouvoirs publics. On pourra en reparler peut-être l'an prochain dans une future masterclass. Mais voilà. Écoutez, avec plaisir. Je pense que tout a vraiment été dit. Ce qu'il faut retenir sur le confort d'été, on est tous un peu d'accord avec ça. Ça passe par la conception, l'orientation, les ouvrants, le vitrage thermique, l'isolation par extérieur, le bardage. Voilà. C'est tout un schéma global de conception, et pas uniquement un matériau qui va être mis avec un autre. On parle là d'un confort d'été, mais il est aussi question de confort d'hiver. J'imagine que la double difficulté. Ouais, alors, ça aussi, on l'a dit, la thermique, on en parle depuis 50 ans, donc on la maîtrise. Et ça, nous, on a un produit qui est certifié avec un lambda, une performance thermique, un air associé, donc une résistance thermique associée. Et après, au bureau d'études de faire le calcul pour voir comment ils doivent l'utiliser dans leur projet. Mais ça, c'est pareil, on les remplit pleinement dans nos avis techniques. Je crois que vous avez des développements en cours, notamment dans la composition des isolants, en intégrant des matériaux biosourcés. Alors, on a plus du développement sur l'économie circulaire, sur ce que je vous disais tout à l'heure par rapport à la certification Cradle to Cradle, dans continuer le recyclage et l'axe de recyclage. On va monter un vrai centre de recyclage pour recycler nos matériaux. On a travaillé pour voir si on pouvait incorporer de la matière biosourcée. On a déjà des isolants traditionnels avec des laines de mouton, par exemple. Maintenant, on a vraiment pris le parti de faire l'économie circulaire et de recycler du matériau. On sait que, par exemple, les matériaux plastiques, ça représente aujourd'hui un gros problème dans le monde. Modestement, on voudrait contribuer à ce recyclage-là pour en faire du matériau isolant. Donc des évolutions dans le recyclage et... Continuer les évolutions dans le recyclage, on recycle déjà, mais c'est continuer à accélérer le recyclage pour recycler nous-mêmes les matériaux. Alors, on a parlé d'ITE aujourd'hui. Est-ce que ça peut être aussi un développement dans le neuf ? Il faut poser la question aux architectes, aux bureaux d'études, aux économistes. Nous, je vous disais, on a des isolants qui sont à la fois isolants et étanches à l'air et qui peuvent faire aussi de pare-pluie. Donc ça se met sous bardage à l'extérieur, pas sous enduit. Mais je vous le souhaite, on travaille aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur. Je le souhaite en fonction des projets. Nous, en tout cas, on pourra contribuer à permettre d'y répondre si le besoin se fait sentir. Très bien. Merci à vous tous pour vos éclairages. Merci à notre partenaire Actis. Donc, à suivre, une série d'ateliers d'experts, une masterclass consacrée à la performance énergétique et bas carbone, puis la conférence de clôture consacrée aux coûts et aux effets collatéraux de la RE 2020.